Je vais vous parler d'efficacité des aires marines protégées avec l'objectif de vous faire voyager un peu dans ces aires marines protégées. Vous verrez que nous-mêmes, on a voyagé dans un certain nombre de pays pour voir des réalités différentes. Donc l'idée, c'est de vous emmener un petit peu avec nous. Alors malheureusement, Anne ne peut pas être là, elle avait cours toute la journée. Mais bon, elle est quand même très présente dans tout ce travail. Alors, les aires marines protégées, je vais commencer par dire à quoi elles servent. Et puis l'idée, c'est déjà, alors je pense que certains savent, tout le monde ne sait pas, mais de dire ce que c'est qu'une aire marine protégée, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Bon, si on... Alors, là, ça ne passe pas, mes diapos, donc... Voilà. Si on regarde la planète depuis le Pacifique, on voit ça. Donc on voit essentiellement du bleu. Et donc la mer, l'océan, c'est 71% de la surface de la planète. Donc c'est très très important. Et cet océan, il est très important par rapport à deux crises. La première, c'est la crise climatique. La deuxième, c'est la crise de la biodiversité. En ce qui concerne le climat, l'océan absorbe à peu près le quart des émissions de CO2 issues de la combustion d'énergie fossile. Mais pour qu'il joue ce rôle, il faut qu'il soit en bon état. Et je prendrai juste un exemple que vous connaissez bien ici, les herbiers de zoostère. Les herbiers de zoostère, ça fait partie des espèces qui captent du CO2. Mais encore faut-il que les herbiers soient préservés et il y a un certain nombre de dégradations qui font qu'ils joueront pas ou peu ce rôle. Donc c'est un enjeu climatique. L'enjeu biodiversité, évidemment, vous le connaissez, je pense. L'enjeu biodiversité, sur les espaces marins, on estime qu'entre 1970 et 2012, on a perdu quasiment la moitié de la population globale d'animaux marins. Donc ça, c'est pas la diversité biologique, mais déjà, c'est un indicateur important. Je vais pas vous donner plus d'indicateurs, mais c'est une crise majeure. Et donc, il faut le soin qu'on va apporter à l'océan, c'est très important par rapport à cette crise-là. C'est aussi une crise sociale parce que l'AFD estime que la crise de la biodiversité, elle affecte directement, alors terrestre et marine, elle affecte directement un tiers de la population mondiale qui vit avec moins de $2 par jour. Donc ça a aujourd'hui un effet social direct. Alors l'une des réponses à ça, c'est les aires marines protégées. Les aires marines protégées, c'est l'une des réponses, en tout cas c'est la réponse qui se développe énormément. On avait 0,7% de la surface marine qui était couverte par des aires marines protégées en 2000. On est à 8%, on est à 18% des eaux territoriales. Et ça ne cesse de progresser. Donc c'est la réponse politique la plus importante aujourd'hui. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est quelque chose qui est largement mis en avant. Alors pour revenir à comment ça marche, enfin le principe de départ d'une aire marine protégée, l'idée des aires protégées globalement, c'est d'avoir un peu des réservoirs de biodiversité. Alors en mer, l'idée de base, je vous montre cette petite illustration avec plein de poissons. Il n'y a pas que la question des poissons, mais l'idée de base, c'est de dire, on va par exemple créer une zone de non-pêche. Je dis par exemple parce que attention, une aire marine protégée, c'est pas une zone de non-pêche, mais à l'intérieur, on va avoir éventuellement des zones de non-pêche. Et du coup, on va avoir des poissons plus gros, on va avoir plus de diversité d'espèces de poissons, et puis surtout, on va avoir un effet de débordement. Donc, ce qui va se passer à l'intérieur va déborder, et ça va permettre d'avoir un bénéfice, pas seulement à l'intérieur, mais aussi largement à l'extérieur, avec des larves, des juvéniles, etc. Alors, pour autant, ça c'est le principe de base, mais pour autant, une aire marine protégée, on peut y trouver une réduction des pressions exercées par les activités humaines ou pas.
hein. Et on va y trouver des choses très différentes. Et ça, je trouve c'est important de prendre conscience de tout ça. On trouve tout un tas de mécanismes. Alors ça, voilà, je vous emmène là à Moorea, en Polynésie française. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Ici, on voit effectivement une zone de non-pêche. Donc on a autour de l'île de Moorea 8 zones de non-pêche ou de pêche réglementée. Mais après, on a bien d'autres choses. On va faire des suivis scientifiques, donc c'est par exemple sur les coraux, hein, avec un effort de connaissance, d'acquisition de connaissances, de suivi de l'évolution des milieux qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. On va avoir de l'éducation à l'environnement, c'est la photo du milieu, par exemple. On va faire Alors ça, c'est par exemple les photos de gauche. On a des opérateurs touristiques qui font approcher des animaux marins. On va se donner des règles. Donc il y a beaucoup de négociations de règles avec les opérateurs économiques, des règles d'approche. Sur les deux photos d'en bas, là, c'est une question de gestion du trait de côte, c'est-à-dire que l'un des problèmes, c'est qu'on s'aperçoit qu'on construit beaucoup sur le trait de côte et que ça a des effets négatifs. Donc, on va se donner des règles de planification, de gestion de ce trait de côte. Et puis, surtout, on a des interactions avec la Terre. Et c'est la photo d'en bas, là, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi d'agir sur les pollutions d'origine terrestre et donc de limiter ces pollutions. Donc c'est tout ça ce qu'on va trouver dans une aire marine protégée. C'est pas seulement la mer. Bon, la plupart des aires marines protégées sont côtières, donc on va aussi trouver toutes ces interactions terre-mer. Et puis la photo de droite, là, c'est une question de régulation des activités de kitesurf, où là, ça vient d'un gros conflit. Et donc, on va essayer de planifier, réguler la cohabitation des activités et la cohabitation de ces activités avec l'environnement. Alors, un petit passage quand même par le contexte français. Ça, c'est la carte des aires marines protégées françaises. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont très voilà, en fait à chaque couleur correspondent des statuts différents. On a une superposition de statuts, on a des statuts alors qui peuvent être réglementaires, ce qu'on appelle des aires protégées réglementaires, ça veut dire qu'on a un pouvoir de réglementation. Des aires protégées avec des mesures contractuelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de pouvoir de réglementation, mais on va construire ensemble un projet, voilà, se donner un projet de gestion de l'environnement. Et puis on a des mesures internationales. Alors tout ça constitue un puzzle assez complexe, hein, voilà, dans lequel on va trouver parfois des protections fortes, qu'on va dire fortes, ce qu'on appelle des protections strictes. Bon, on pourra y revenir. Et puis parfois simplement, voilà, se donner un projet ensemble. Alors par exemple d'ailleurs, hein, ici dans le Golfe. Le Golfe est une zone Natura 2000. Une zone Natura 2000, c'est une mesure contractuelle, c'est-à-dire on se donne un projet ensemble. Et le PNR du Golfe est considéré, comme il est gestionnaire de la zone Natura 2000, est considéré comme une aire marine protégée. Alors, jusque-là, tout va bien. Le problème, parce qu'il y a forcément un problème pour vous raconter une histoire, le problème c'est que ce qui est mis en cause, et vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, dans des podcasts, voilà, ce qui est mis en cause c'est l'efficacité de ces aires marines protégées avec beaucoup de contestations. Hein, beaucoup de contestations dans des aires marines classées mais pas assez protégées. Les aires marines sont-elles assez protégées? Des tribunes où on appelle à des zones marines hyper protégées où on interdirait à peu près tout. Un documentaire récent sur on parle d'une imposture française. Donc ce qui est débattu, hein, et peut-être que vous pourrez après dans les questions apporter votre point de vue là-dessus, mais ce qui est débattu, c'est effectivement l'efficacité de ces aires marines protégées, avec des choses assez très polarisantes.
Alors ça, par rapport, on a ce type de tribune et de discours, et puis on a des personnes dont je fais partie qui appellent à un peu plus de nuances. Voilà, on a fait une tribune dans Libération il y a quelque temps en critiquant la critique, en disant la critique est parfois un peu trop simpliste. Et puis, voilà, sur les questions de pêche du rat, par exemple, Brice Trouillet et Patrice Guillotrot ont fait un peu la même chose en disant attention, il faut un peu de nuance et il faut aller y voir de plus près. Alors, quand on va voir de plus près et quand on va dans la littérature scientifique, donc le propos n'est pas de vous faire un cours sur la littérature scientifique, mais on s'aperçoit que ce débat qui est médiatique, en fait, dans la littérature scientifique, il est beaucoup plus compliqué que ça. Dans le débat médiatique, c'est plutôt soit on interdit, soit on n'interdit pas. Et dans le débat scientifique, en fait, bon, il y a un certain consensus scientifique pour dire que globalement, il y a effectivement un problème d'efficacité des aires marines protégées, que ça pourrait mieux marcher, qu'elles ne sont pas forcément inefficaces, mais que voilà, si on veut atteindre un certain nombre d'objectifs, d'ambition en termes de conservation de la biodiversité, il y a des choses à améliorer. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 3 positions, et non pas 2. Une qui est relativement partagée, qui est de dire, alors ça s'appuie sur des études de corrélation à chaque fois entre quels moyens on se donne dans ces aires marines protégées et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Et la première étude qui fait assez l'unanimité, c'est de dire, voilà, plus le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Bon, ça, c'est un peu le problème de nos États libéraux. On se donne des ambitions très élevées et les moyens sont pas forcément correspondants. Donc, il y a un problème de moyens. Et puis après, on a 2 positions et 2 types de travaux qui, à mon avis, sont quand même assez complémentaires, mais qui entrent en opposition avec des travaux, alors c'est en anglais, mais bon, voilà, vous comprendrez facilement, des travaux où on dit, voilà, finalement, les aires marines protégées, c'est pas assez efficace parce que c'est pas assez réglementaire et il faut beaucoup plus d'interdictions. Et cette position-là, peut-être que vous la connaissez parce que c'est celle qu'on voit dans les médias, qui est notamment relayée par des ONG environnementalistes de façon parfois très virulente en disant, voilà, il faut interdire. Et puis il y a des gens qui disent un petit peu l'inverse en disant mais le problème c'est pas d'interdire, c'est pas de réglementer, c'est d'avoir plus de participation avec notamment cet article qui a un nom évocateur qui s'appelle Participation, not Penalties. Donc il faut participer et pour ça, on ne peut pas forcément en même temps interdire et demander aux gens de participer, demander aux pêcheurs, demander aux ostréiculteurs de participer à construire des règles si on interdit en même temps. Donc voilà, il y a deux positions là qui sont un petit peu antagoniques. Et alors, nous, notre propos, ça a été de dire, on part de cette controverse, qui est une controverse scientifique et médiatique, et puis on va essayer d'aller voir de plus près ce qu'on trouve dans les AMP, comment ça fonctionne. Et pour ça, la réponse, on l'a cherchée à travers une analyse comparative qui a été développée, qu'on a eu la chance de pouvoir développer dans une douzaine de pays. Donc, c'était quand même un projet et puis aussi un peu une aventure humaine, mais on est allé dans toutes ces aires marines protégées. Donc, il y en a 3 en zone méditerranéenne, il y en a 3 en Asie, 3 sur l'arc Pacifique, il y en a 3 en Amérique latine. Voilà, il y a une répartition qui s'est faite comme ça. Alors pourquoi choisir des aires marines protégées si différentes ? En fait, c'est pas seulement pour aller se balader dans des coins sympas, ce qui est quand même aussi le but, il faut bien le reconnaître, mais en termes scientifiques, et ça a quand même du sens, c'est-à-dire que l'idée de l'analyse comparative, c'est que plus les contextes sont différents, et là, on a vraiment des contextes extrêmement différents, plus on arrivera à voir si on a des mécanismes récurrents, c'est-à-dire on trouve des constantes. Et donc, on avait une hypothèse, je ne vais pas vous rentrer dans les hypothèses de travail, mais on avait une hypothèse qu'effectivement, on pourrait,
malgré la diversité de ces contextes, trouver des choses très récurrentes. Alors, en termes de démarche méthodologique, là aussi, je ne vais pas vous détailler. Les sciences sociales, c'est quand même comme les sciences écologiques. On a des choses précises, on a une démarche rigoureuse. Après, simplement, les données qu'on a collectées, on les a collectées de plusieurs façons. Donc, d'abord, sur chacune de ces aires marines protégées, donc l'idée c'est d'étudier la même chose, donc on a une grille d'analyse qu'on applique partout. Ensuite, on fait de l'analyse documentaire, on a sur chaque aire pas mal de documents, de la presse ou de la littérature scientifique. Et puis l'essentiel, le gros du travail, c'est quand même des entretiens, c'est-à-dire qu'on a rencontré dans ces aires marines protégées à peu près 200 personnes, 201 pour être très, très exact. Alors selon les contextes, il y a des aires marines où vous avez des acteurs très très différents, dispersés, on va en voir plus, et puis d'autres où c'est beaucoup plus homogène, on va avoir moins de gens. Mais l'idée c'est de collecter la parole des acteurs là-dessus, de comprendre comment ça fonctionne, et de comprendre leur vécu de ces situations d'aires marines protégées. Et puis la dernière chose, c'est de faire de l'observation in situ et notamment de pouvoir assister à des temps de réunion, de concertation, de confrontation. Donc dans les images qui vous sont présentées là, voilà, il y a en haut une réunion au Brésil qui était très tendue avec une menace d'expulsion des gens qui sont là. Donc voilà, c'est pas très rigolo, mais c'est important de ressentir ça et de voir ça. Il y a une réunion là sur la révision d'un plan de gestion en Colombie. Il y a une réunion de la Mesa del Mar de l'île de Pâques. Donc c'est une instance de dialogue sur la gestion de la mer, une réunion dans le cadre d'un conflit là en Polynésie française sur des zones de mouillage. Donc voilà, l'idée c'est de faire parler les gens, mais de vivre aussi, d'assister à des temps forts de dialogue. Voilà pour le cadre de ce travail. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de parcourir un peu ces exemples-là, ces situations-là, et puis avec un peu deux parties. La première, c'est de restituer des résultats de ce travail qui portent sur, finalement, au-delà du discours, une aire marine protégée, ça fonctionne comment dans la réalité. Là, on s'aperçoit qu'il y a un discours, il y a un affichage, et puis en réalité, ça fonctionne un peu différemment. Donc, tout ça est dans ce gros livre-là, mais je ne pourrais pas tout raconter ce qu'il y a dedans, mais on a notamment, dans une partie, parlé de 4 illusions. Je vais vous parler de 3 illusions, qui sont en fait une sorte de décalage entre ce qu'on affiche, ce dont on parle en théorie, et puis la réalité de ces aires marines protégées. Et puis, dans la deuxième partie, j'irai sur qu'est-ce qu'on propose. Parce qu'on s'est aperçu dans d'autres présentations que ça pouvait être un peu déprimant de se dire que parfois ça marche pas très bien. Donc on s'est dit là on va se projeter dans qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer cette efficacité. Et en fait je pense que c'est pas déprimant, que ça peut fonctionner et qu'il y a des choses qui fonctionnent justement. Alors, première chose, la première de ces illusions, c'est ce qu'on appelle l'illusion statutaire. L'illusion statutaire, quand vous écoutez ce qu'on nous dit, notamment dans les journaux, on nous dit, on parle beaucoup de surface classée. Et une surface classée, ça devrait être une surface protégée. Comme si le fait d'avoir un statut, vous avez un statut et l'espace est protégé. Ça, c'est vraiment une illusion de base. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une... et puis ça me permettra d'illustrer par un cas concret. Là, on est au Chili. C'est une aire marine protégée qui a été impulsée par une agence des Nations Unies avec beaucoup d'enthousiasme des gens localement. Et puis, ils ont eu un financement pendant 5 ans. Et en fait, au cours des 5 ans, donc l'espace a été classé. Voilà, c'est une aire protégée qui a un statut, qui est reconnue statutairement comme aire marine protégée.
Donc ils ont commencé à discuter avec les pêcheurs. Donc il y a beaucoup d'activités de pêche, il y a des activités touristiques, il y a des usages illégaux de certains, voilà, avec des campings illégaux notamment, des usages touristiques légaux et illégaux. Enfin voilà, il faut arriver à construire quelque chose avec tous ces gens-là. Et en fait, dans le temps où ils ont disposé de leur financement, à la fin, ils n'ont pas réussi à trouver une forme d'accord sur une gouvernance de la future aire marine protégée. Et après, il n'y avait plus de sous. Et donc, c'en est resté là. Et puis après, il s'est écoulé 4 ans. Ils ont réobtenu un financement, ils ont relancé une procédure, et puis ils n'ont pas réussi à construire quelque chose ensemble. Et c'en est resté là. Alors cet exemple-là peut paraître triste. Ça l'est pas forcément complètement. C'est-à-dire que, effectivement, on est dans une démarche qui est bloquée aujourd'hui, qui reprendra certainement, mais entre-temps, on a accumulé un tas de connaissances sur l'environnement de ce territoire. Donc on a toute une forme de capital. Là, on a des gens qui ont envie d'agir pour l'environnement de ce territoire. Les problèmes, ils sont identifiés. Et donc, on a quelque chose qu'il faut exploiter et qui est exploitable, mais aujourd'hui, ce n'est pas exploité. Donc, ce que cet exemple vous montre, c'est qu'un statut, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'on va classer un espace en aire marine protégée, et puis après, il faut effectivement, c'est le début d'une aventure commune, et il faut arriver à se mettre d'accord sur des règles, sur un plan de gestion. C'est pas facile, mais voilà. L'essentiel n'est pas de discuter de ce qu'on a classé, l'essentiel est d'accompagner une démarche commune, une aventure commune, et d'arriver à aboutir. Alors, un exemple un peu similaire en termes de blocage, mais quand même beaucoup plus positif, ça c'est en Afrique, c'est le delta du Saloum. Donc le delta du Saloum, vous avez un parc national, vous avez une réserve de biosphère, et il y avait une ambition très importante autour de cette réserve. Cette réserve, elle a été financée pendant 10 ans avec l'État sénégalais. Il y a eu un conflit entre l'UICN qui s'était retrouvé gestionnaire de la réserve et l'État, et puis finalement la réserve a disparu de fait. Vous me direz, c'est triste. Hein. Mais c'est pas si triste que ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que là aussi, on a accumulé énormément de connaissances sur ce territoire, et en fait, cette connaissance, elle a été récupérée par un certain nombre d'acteurs. L'État a créé un statut qu'on appelle le statut d'aire marine communautaire protégée, c'est-à-dire que les communautés locales peuvent créer elles-mêmes des aires marines protégées et être soutenues pour ça par l'État avec des moyens publics. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on n'a plus de réserve de biosphère, bien qu'elle existe toujours sur le papier. On a toujours ce statut d'ailleurs, mais en fait on a un assemblage de choses qui fonctionnent. Alors il y a un problème de coordination évidemment, mais quasiment tout le territoire est couvert par des initiatives communautaires, associatives ou d'ONG étrangères qui permettent d'avoir vraiment une action significative. Donc là, on est dans un... Voilà, l'aventure, elle s'est bloquée à un moment, l'aventure commune, mais finalement, on a toujours ce statut qui est un point de départ, et puis on arrive à reprendre quelque chose, on a une forme de résilience de ce qui a été fait à partir du capital qui a été accumulé. Alors, plus près de chez nous, le parc national de Port-Cros, dans le sud de la France, c'est le premier parc marin européen. Ce parc national, bon, le contexte évidemment est radicalement différent. Ce parc national fonctionne, voilà. Mais ce que je veux dire dans cette partie-là, c'est non pas qu'on est dans une situation de blocage, c'est qu'on pourrait imaginer que depuis 60 ans, les choses soient établies, soient posées, etc., et que ça bouge plus. Ça bouge tout le temps. Voilà, c'est un chantier en cours, c'est-à-dire on avance si vous reprenez l'itinéraire du parc national de Port-Cros, il y a eu au début des années 2000 l'arrivée de Natura 2000 en mer, une extension, donc il a fallu créer ça sur Porquerolles, une extension d'abord à Porquerolles, ensuite avec la loi sur les parcs nationaux de 2006, il y a eu création d'une zone d'adhésion.
Voilà. Et puis on avance en permanence dans une trajectoire. Donc nous, ce que l'on dit par rapport à ça, c'est vraiment, c'est pas le statut qui compte. Ce qui compte, c'est effectivement d'accompagner un chemin, voilà, d'accompagner des acteurs sur quelque chose qui n'est jamais définitivement acquis, qui n'est jamais stabilisé. Ça n'a pas à être stabilisé, en fait. Hein. L'intérêt, c'est d'avancer, d'évoluer, au fur et à mesure, d'ailleurs, que de nouveaux problèmes se présentent. Deuxième illusion, c'est ce qu'on appelle l'illusion surfacique. Et ça, ce problème-là, il est lourd de conséquences sur la question de l'efficacité, justement. C'est-à-dire que on parle beaucoup dans les discours politiques et dans les tribunes médiatiques que vous avez pu éventuellement lire de surface. Et donc, alors pourquoi on parle de surface? Parce que l'océan, c'est un bien commun. C'est un bien commun mondial. Ça, je pense qu'il y a... Voilà. Donc, si on veut le protéger, il faut que chacun fasse sa part d'un effort commun. Donc, sa part de l'effort, chaque pays doit apporter, doit faire sa part, et l'effort de conservation qui est consenti par chaque pays, on le mesure en surface protégée. Et donc, il y a un accord qui a été conclu en 2010 qui s'appelle Aichi, les accords d'Aichi, où on se donnait, où l'ensemble des pays signataires, donc 193 pays à peu près, c'est l'essentiel, voilà, ça représente l'essentiel des océans, se donnaient comme objectif d'avoir 10% de leurs eaux territoriales classées en aire marine protégée. Ensuite, là, en 2022, avec la COP 15, cet objectif a largement augmenté puisqu'on est passé à la stratégie 30-30, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir 30% classés en 2030. Alors tout ça, c'est important de partager l'effort. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le fait de mesurer cet effort par la surface, ça a un certain nombre d'effets pour le moins problématique, on va dire. Alors l'effet problématique, c'est quoi? C'est que si vous êtes l'État français, par exemple, mais bon, ça fonctionne un peu partout de la même façon, vous avez le désir d'atteindre vos objectifs, voire de montrer que vous êtes un très bon élève et que vous avez dépassé ces objectifs-là. Et donc, vous allez avoir tendance à faire des aires marines protégées là où c'est le plus facile de les faire, mais pas là où c'est le plus utile. Donc, je vous montre ces deux cartes. La carte d'en haut, c'est les aires marines protégées en 2021 existantes. Alors, en fait, là, avec le recul qu'on a, on ne voit que les grandes. Et les grandes, il y en a qui sont absolument gigantesques. Bon, ce qui interroge quand même par rapport aux moyens de contrôle dont on dispose. Et puis, la carte de Sala, ici, c'est une carte c'est un article dans la revue Nature où ils localisent en fait les zones à enjeu du point de vue, alors il y a 3 enjeux du point de vue du climat, de la biodiversité, etc. Et on s'aperçoit que les zones à enjeu, elles sont essentiellement côtières, ce qui est logique. Mais le problème des zones côtières, c'est qu'en zone côtière, c'est là où vous avez des gens. C'est là où vous avez le plus de gens, vous avez le plus d'activités, vous avez le plus de pêche côtière, vous avez des communautés côtières, et donc c'est là où c'est le plus difficile de les faire. Donc le fait de se donner des objectifs comme ça quantitatifs, on va avoir tendance à vouloir faire de l'aire marine protégée là où c'est pas forcément le plus utile. Alors, pour vous donner un exemple, moi j'ai une étudiante cette année qui a travaillé sur un plan de gestion à faire sur les îles éparses. C'est des petites îles françaises qui sont pour la création d'une réserve nationale, des petites îles qui sont près de l'île de la Réunion. Bon, les enjeux autour de ces îles, il y a très peu d'activités, il n'y a pas d'habitants, les enjeux sont très faibles. Et puis l'État français voulait afficher la création de cette réserve avant le sommet de l'UNOC. Donc là, on rentre dans des enjeux diplomatiques, mais c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution parce que c'est pas là
où sont les enjeux, c'est pas là où vraiment il faut les faire. Donc ça, là on a un vrai problème avec la question avec ce qu'on appelle l'illusion surfacique. Alors le deuxième problème, c'est de savoir ce qu'on mesure. Et là, je rentre là aussi dans le fonctionnement d'une aire marine protégée. C'est-à-dire là, je vous emmène en Corée du Sud, à Taiyan-Haiyan. Bon, j'ai dit ça à une étudiante coréenne qui n'a rien compris à ce que je disais, donc je ne le prononce pas bien, évidemment. Mais c'est un parc appelé Parc des plages, où il y a beaucoup de pêche, de tourisme, etc. en Corée. Et en fait, quand on travaille sur ce parc, on s'aperçoit que l'autorité de gestion du parc, elle a des prérogatives sur une très mince bande côtière, alors que la surface classée, c'est tout ceci là. Donc en fait, le gestionnaire de cette aire marine protégée n'a pas de prérogative sur la pêche. Donc finalement, on s'aperçoit que ce que l'on gère, alors l'ensemble est classé, mais en fait on a une action de conservation seulement sur une partie de la surface classée, et ça c'est ce qu'on va retrouver absolument partout. Donc ça veut dire qu'au sein du périmètre, vous avez, donc par exemple, il y aura une action sur les dunes, qu'on ne voit pas ici, sur ce type d'activité, parce qu'on est vraiment en zone côtière, mais en mer, on n'a pas de possibilité d'agir. Alors, ça veut dire qu'au sein de la surface classée, finalement, il y a ce que nous, on va appeler une zone de protection active, sur laquelle on a effectivement une action proactive de conservation qu'il faut distinguer de l'ensemble de la surface. Alors, on va distinguer, et nous, c'est notre proposition, c'est de distinguer une zone de protection active et puis une zone sous protection passive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, zone sous protection passive? Là, je vous emmène en Inde. Alors là aussi, l'histoire de cette aire marine protégée, c'est une réserve de biosphère. Il y a un parc national avec les zones qui sont les îles, là, qui sont en bleu plus foncé. C'est une histoire contrariée aussi. Alors, vous me direz, il y a beaucoup d'histoires contrariées, effectivement, mais c'est pas, l'histoire n'est jamais finie, c'est ça qui est bien. C'est une histoire contrariée, c'est-à-dire qu'on a eu un financement, là aussi, un financement pendant un certain temps, et après, un financement par projet, après plus de financement, donc aujourd'hui, on a 10% de financement par rapport à ce qu'on avait auparavant, et donc la réserve de biosphère, on le voit malheureusement sur ces photos-là, on a des bâtiments qui s'écroulent, qui sont plus entretenus et des choses qui ne fonctionnent plus. Donc en termes de protection active, on n'a quasiment plus rien. Et pourtant, on a quand même une forme de protection. Alors pour l'illustrer, il y a tout le plan qui est un peu compliqué au-dessus. Là, alors il faut on se situe juste à côté du Sri Lanka. Et entre le Sri Lanka et l'Inde, là, vous avez une chaussée qu'on appelle le Ram Setu. Et il y a toujours d'ailleurs, mais bon, depuis la période coloniale, on a un projet de creusement d'un canal qui permettrait au trafic maritime d'éviter le contournement du Sri Lanka. Donc c'est une économie importante, mais le problème c'est qu'il s'agit tout simplement de défoncer la chaussée en question. Et donc il y a plusieurs scénarios qui ont été faits, mais qui du point de vue écologique sont quand même absolument désastreux. Et là, on s'aperçoit que le fait qu'on ait un statut d'aire protégée est utilisé dans les débats politiques et par des opposants à ce projet et par des acteurs environnementaux pour peser dans la négociation et pour finalement repousser ce projet. Et ce projet a été repoussé sur la base de ces arguments jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une protection passive. Et ça, on l'a vu dans d'autres cas, en Colombie, au Liban, on a un statut qui permet en fait de négocier, dont se saisissent des acteurs pour empêcher des dégradations environnementales qui seraient absolument irréversibles. Donc, tout ça nous amène simplement à dire, au lieu de considérer une surface classée globale, ce qu'il faudrait, c'est considérer
réellement l'effort de mesurer réellement l'effort de protection, puisqu'il faut le partager, il faut le mesurer, mais en distinguant une zone de protection active, qu'est-ce qu'on protège activement et qu'est-ce qu'on protège passivement. La zone de protection passive, elle correspond à peu près au périmètre classé, mais la zone de protection, avec parfois un peu plus que ce périmètre d'ailleurs, mais la zone de protection active, c'est une fraction de ce périmètre. Alors, dernière illusion, c'est l'illusion réglementaire. Et là, je reviens sur voilà, tout un tas de choses qui ont été dites, qui sont dites dans les médias, avec, voilà, si on n'interdit pas, si on ne réglemente pas, ça ne sert à rien. J'ai un collègue qui a dit ça à la radio. Donc, vous voyez qu'on a des débats entre collègues, mais voilà, est-ce que réellement le protéger, c'est interdire? Ça, c'est une question. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, et j'y crois d'autant moins qu'en fait, on s'aperçoit que dans la réalité des aires marines protégées, la réglementation, les interdictions, les réglementations, elles sont utilisées d'une façon particulière qui n'est pas stricte, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'appliquer strictement et vous sanctionner directement si vous ne saviez pas que la règle s'appliquait ou si vous la... Voilà. On va utiliser les règles d'abord comme un support de dialogue. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Là, on retourne à Port-Cros, en Méditerranée. Port-Cros, c'est l'une des aires marines protégées françaises où on a réellement des moyens de contrôle très importants. Eh bien, vous vous apercevez, et Anne a fait une étude là-dessus, vous vous apercevez que, en réalité, l'immense majorité des infractions ne donnent pas lieu à verbalisation, mais en réalité, alors ça peut vous choquer, je le conçois, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer et de voir comment ça fonctionne, mais globalement, 97% des infractions sont souvent des infractions assez mineures, d'ailleurs, mais ça sert à sensibiliser, à informer et finalement à permettre qu'il y ait des changements de comportement à terme. Deuxième chose, la réglementation, on s'aperçoit que dans bien des cas, les aires marines protégées n'ont pas le pouvoir réellement d'appliquer toutes les réglementations, tout l'arsenal réglementaire dont elles disposent. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Là, on part en Grèce, dans une aire protégée sur l'île de Zakynthos, qui est l'un des principaux lieux de nidification des tortues en Méditerranée. Donc les tortues, elles viennent sur des plages. Ces plages, elles étaient utilisées auparavant n'importe comment, par des véhicules, etc. On a réussi à interdire les véhicules. Par contre, il y a toujours des touristes. Et donc, ce que vous voyez là, c'est quand même assez surprenant, mais voilà, vous avez des nids de tortues là qui sont indiqués, et puis les parasols en question, on les enlève chaque soir pour que les tortues puissent venir la nuit. Et puis, de cette façon-là, on arrive à concilier le tourisme et puis la nidification des tortues, et ça fonctionne plutôt bien de ce point de vue-là. Et puis ce que vous voyez derrière, là, la partie maritime, c'est ce qu'on appelle une no-go zone. Une no-go zone, ça veut dire que non seulement vous n'avez pas le droit de pêcher, mais vous n'avez pas le droit d'y aller, et personne ne peut pénétrer à l'intérieur. Et cette no-go zone, elle est considérée comme essentielle par le parc. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et ça, c'est très important. Et puis à côté, vous regardez un peu ce qui se passe dans ce parc, et puis à côté, il y a une petite île là où, normalement, il est interdit de mouiller, donc c'est interdit au mouillage. Et puis là, vous voyez qu'il y a plein de bateaux qui vont mouiller. Donc après, vous en discutez avec l'autorité de gestion du parc, et voilà, il vous dit clairement, nous, on utilise la règle comme support de négociation. En gros, là, l'enjeu mouillage, il n'est pas très important, donc on tolère le mouillage. Par contre, en échange une interdiction totale, un respect total de la no-go zone. Et en fait, ça, c'est ce qu'on voit dans un tas d'aires marines protégées, c'est-à-dire que la réglementation, pas la règle, attends, je vous expliquerai après pourquoi, mais la réglementation, elle est utilisée comme un support de négociation avec les acteurs
pour arriver à obtenir leur adhésion à un certain nombre de règles qui sont absolument essentielles pour le respect de l'environnement. Alors, dernière chose sur la réglementation, non pas tout à fait la dernière, mais voilà, la réglementation, quand on parle de la règle ou de la réglementation dans les gens qui disent il faut absolument plus de réglementation, etc., ils se réfèrent uniquement à des réglementations légales, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans la loi. Or, ce que l'on voit, et ça c'est très important dans les aires marines protégées, c'est que ces réglementations légales, en fait, elles constituent une toute petite partie des règles que l'on se donne. Là, je vous donne un exemple en Inde. Bon, c'est toujours dans le sud de l'Inde. Dans cette aire marine protégée, là, vous voyez bien qu'il y a des types de pêche très différents. Donc, il y a une pêche artisanale en haut, et puis il y a une pêche semi-industrielle, en tout cas avec des chalutiers, avec un projet indo-norvégien qui a développé ça. Il y a plein de chalutiers qui ont été construits, et puis on se retrouve aujourd'hui avec un problème de surexploitation du stock. Et ce qui s'est passé, c'est que les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs industriels se sont entendus, et c'est une règle qui n'a rien de légal, qui est complètement extra-légale, mais ils ont négocié entre eux un partage du temps d'accès à la ressource. Donc il y a 3 jours pour la pêche industrielle dans la semaine et 4 jours pour la pêche artisanale. Et cette règle qui n'est pas légale, elle est respectée par tous, tout simplement parce qu'ils l'ont construite ensemble. Donc ce n'est pas la légalité de la règle qui fait qu'elle est respectée, c'est le fait qu'on l'a construit ensemble, et c'est ça qui fera que réellement, tout le monde va se contrôler et que de fait, elle sera respectée. Donc quand on parle de réglementation, d'interdiction, c'est un peu quand même une vision... alors on est dans une fac de droit, bon, heureusement les juristes ne m'entendent pas, mais bon, voilà, c'est un peu une vision, je dirais, un peu occidentale quand même, voilà, c'est l'écrit qui fait que la règle est respectée. Non, dans des aires marines protégées, dans le monde entier, c'est pas l'écrit qui fait qu'elle est respectée. À Rapa Nui, voilà, un responsable communautaire nous disait « Le Rapa Nui ne respecte pas nécessairement la loi, il respecte des accords sociaux. » Donc ce qu'on fait dans des aires marines protégées, c'est beaucoup d'accords sociaux. Alors, une dernière chose sur la réglementation, ça c'est en Nouvelle-Zélande. Donc c'est une aire marine protégée dans laquelle il n'y a aucune réglementation spécifique. Est-ce que pour autant, ça ne sert à rien? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la baie d'Auckland. La baie d'Auckland, c'est un espace vécu et où on travaille, où on vit, et dans lequel voilà, il y a plein d'activités. Et surtout, il y a, alors je ne me souviens plus exactement, mais vous avez un peu comme en baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, vous avez 2 régions, vous avez la ville, une agglomération, etc. Donc vous avez voilà, une espèce de puzzle administratif là. Là-dessus, vous avez le ministère des Pêches qui gère la pêche, etc. Eh ben, qu'est-ce qu'on a choisi de faire en baie d'Auckland? On a choisi non pas de créer une instance supplémentaire, mais de créer un forum des acteurs du golfe d'Aoraki. Ce forum, il se réunit tous les 3 mois. Tous les 2 ans, il produit de la connaissance scientifique, donc un truc qu'on appelle les états du golfe. Et puis, tous les 3 mois, eh ben, on essaie de se concerter et finalement de construire des règles entre soi pour que l'ensemble des politiques publiques soient ajustées à des objectifs environnementaux. Et peut-être que c'est beaucoup plus efficace que de produire des règles supplémentaires. En tout cas, l'idée, voilà, c'est par exemple sur les questions d'assainissement, d'imposer des règles à tous, de négocier des règles entre soi qui permettent de limiter les pollutions d'origine terrestre. Voilà, c'est ça le principe. Et pour autant, on n'a pas de réglementation spécifique. Alors, je vais m'arrêter là sur ces illusions. Vous voyez bien que
j'espère vous avoir convaincu que ça ne fonctionne pas tout à fait comme on l'affiche, une aire marine protégée, et que finalement, on a des mécanismes qui fonctionnent, mais qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on attendrait. Alors, je vais passer à la deuxième partie et à la dernière partie. Voilà. Nous, à partir de ce travail-là, on a essayé de dégager des propositions pour améliorer l'efficacité de ces aires marines protégées. Et la première de ces propositions, donc je vais faire un zoom sur 4 propositions. Dans le livre, il y a 11 propositions, mais voilà, la première d'entre elles, ça ne vous surprendra pas par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais c'est de changer d'objectif et de façon de compter, c'est-à-dire que effectivement, il faut partager l'effort de conservation, puisqu'on a un bien commun mondial. Chaque pays doit prendre sa part, mais il faut changer de façon de compter. Donc, avoir des objectifs qui soient beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs. Pour l'instant, on est essentiellement sur du quantitatif. Et ensuite, l'idée, c'est d'introduire cette question de mesure, protection active, protection passive. Donc là, c'était un article qu'on a fait dans Var Matin, mais qui illustre ça. Mais voilà, protection active, protection passive, il faut mesurer, notre proposition, c'est de mesurer différemment l'effort de conservation. La deuxième proposition, la confiance ou la confrontation, choisir et agir en cohérence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que soit on choisit de se faire confiance, soit on choisit de se confronter. Et actuellement, on est parfois dans un espèce de va-et-vient entre les deux qui pose énormément de problèmes. Alors, la confrontation, c'est quoi? C'est dire, il faut imposer, donc par exemple, vous retrouverez ça très bien ici, par exemple, il faut imposer au monde de la pêche, voilà, vous pêchez plus là, etc. Et puis il n'y a pas de discussion, et là, on va directement entrer dans la confrontation. Le chemin de la confrontation, il peut être choisi. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Bon, vous êtes au Rwanda, Monsieur Kagame qui est au pouvoir décide que demain il y aura plus de sacs en plastique. Demain, il n'y a plus de sacs en plastique. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a plus de sacs en plastique au Rwanda. Mais il a le pouvoir de le faire. Nous, on est dans un système démocratique qui ne permet pas ça. Et je pense que ce système n'est pas plus mal pour autant. Bien qu'aujourd'hui, il y ait quelques difficultés. Mais voilà, la confrontation, elle pose problème parce qu'on a tendance à viser des objectifs très élevés, on va protéger ça, on va interdire ça, etc. Et puis en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et donc on se retrouve avec des objectifs revus à la baisse et on fait parfois de la demi-mesure et ça fonctionne plus ou moins bien. Deuxième chose qu'il faut considérer, quand on rejette des activités à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, ici vous ne pêcherez pas, c'est en apparence très séduisant et dans la réalité, ça peut complètement se retourner contre vous. Je vous prends un cas au Brésil que nous n'avons pas étudié, mais qui a été étudié par des anthropologues, où voilà, on a exclu la pêche traditionnelle de toute une zone. Cette pêche traditionnelle, les pêcheurs, ils ont des règles. Donc c'est des gens qui pêchaient avec des règles de pêche, avec des règles d'usage et avec un contrôle des uns sur les autres. On les exclut. Qu'est-ce qui se passe? La zone est vide. Une zone vide, elle est exposés à un tas d'usages illégaux. Donc ces pêcheurs traditionnels, ils ont été remplacés par d'autres pêcheurs qui, eux, n'ont pas de règles. N'ont pas de règles partagées et donc en termes de biodiversité, ça a été une catastrophe. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Tout interdire, c'est effectivement, ça peut paraître séduisant, mais parfois c'est vraiment contre-productif. Donc l'autre voie, c'est celle de se dire, on va essayer de construire ensemble, et pour construire ensemble, il faut arriver à construire de la confiance. Et là-dessus, je voudrais vous dire 3 choses là-dessus. D'abord, et ça suppose d'avoir une cohérence dans un temps long. On ne peut pas passer d'une politique où à un moment on va dire on va être copains avec vous, puis le lendemain on va dire hop, là on va tout réglementer, tout interdire. Ça ne peut pas marcher parce que la confiance est perdue.
Donc il faut arriver à ce que l'État, le gestionnaire de l'aire marine protégée ait le même discours dans un temps long. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas facile pour des administrations où les gens changent, etc. Mais il faut arriver à se donner, à s'engager sur la durée. Il faut arriver à avoir des politiques publiques cohérentes. Ça veut dire, on a une politique environnementale, mais on n'a pas à côté une politique touristique où on va faire venir un tas de gens dans des aires sensibles. Donc il y a une cohérence dans les deux sens. Et puis surtout, il faut construire des proximités. La confiance, c'est une proximité, mais la confiance, ça se construit. Et pour construire la confiance, il faut des moyens. Et là-dessus, nous, ça fait quand même longtemps qu'on répète que quelque part, je ne sais pas s'il y a des écologues dans la salle non plus, mais l'écologie n'est pas qu'une affaire d'écologues. Et à la limite, parfois, ça n'est pas une affaire d'écologues. Or, dans les aires marines protégées, très souvent, ce qu'on trouve, c'est des écologues qui font très bien leur travail, qui sont hyper impliqués, etc., mais qui, sur les aspects concertation, gestion de conflits, etc., sont parfois totalement démunis. Donc, ce que l'on réclame, c'est de mettre en place des moyens qui soient beaucoup plus conséquents sur une certaine ingénierie de la concertation. Avoir des gens qui ont une formation, qui ont acquis une expérience dans le pilotage de concertation, du temps, auquel on donne du temps, et qui peuvent agir dans un cadre stable. Si le cadre change, si on leur dit un jour, vous devez faire ça, voilà. Donc ça, c'est tout un tas d'éléments à mettre en place. Alors, je vous en donne une illustration, parce qu'il y a des choses qui marchent. Ça, c'est une illustration, justement, à Port-Cros. Cette photo-là, je l'aime bien, parce qu'elle illustre un tas de choses. Cette photo-là, c'est un groupe qui s'appelle le groupe Haddock. Alors c'est intéressant parce que dans les sites Natura 2000, normalement, vous avez un comité de pilotage qui est un truc un peu formel, etc. Et puis là, en fait, ils ont décidé de laisser tomber le comité de pilotage du site Natura 2000 et de dire on va faire un groupe informel, convivial, où on va pouvoir réellement discuter, inviter tout le monde, manger ensemble à la fin, etc. Et de cette façon-là, on arrive à des résultats parce qu'on arrive à construire de la confiance. Et les gens qui sont là, il y a des gens qui sont dans ce groupe depuis 15 ans. Ils y sont parce qu'ils y trouvent un intérêt, ils y trouvent un certain plaisir à être ensemble. Et ce groupe-là, ça a permis de faire une zone de non-pêche. Alors, on dit toujours c'est très difficile d'imposer une zone de non-pêche, mais on peut construire une zone de non-pêche. Donc cette zone de non-pêche, c'est la zone rouge qui est au sud de l'île, là qu'on appelle zone ressource, pour l'appeler positivement et non pas comme zone de non-pêche. Et cette zone de non-pêche, elle a été négociée avec tous, avec une forme d'échange, c'est-à-dire que les pêcheurs professionnels ont dit, bon, nous on est d'accord, mais il faut quand même avoir un regard sur la pêche de loisirs. Les pêcheurs de loisirs, ils sont là aussi. Donc aujourd'hui, il y a un système de licence de pêche de loisirs avec un plafonnement, etc., etc. Je ne vais pas vous détailler ça, mais en tout cas, pour moi, c'est un exemple de on construit de la confiance et une fois qu'on se fait confiance, on est capable de mettre en place des choses qui semblaient inaccessibles avant. Alors, troisième proposition, le traitement du conflit, traiter les conflits comme une chance pour innover. Ça c'est le truc d'Anne qui n'est pas là, mais qui a largement développé ça, mais elle utilise un tas d'exemples où le conflit, habituellement, dès qu'il y a un conflit, on essaie de calmer les choses, etc. Or, le conflit, il fait partie de votre vie, de ma vie, etc., de la vie d'une aire protégée, et des conflits, en fait, dans une aire marine protégée, on en trouve tout au long de la vie de l'aire marine. Une aire marine protégée, c'est l'émergence d'un projet, après on a un statut, après on négocie un plan de gestion, on le met en œuvre, ce plan de gestion, on le révise, on revient à l'étape précédente, on le remet en œuvre, etc. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Et alors nous, on s'est attaché à étudier précisément chaque conflit, sur quoi il porte, qu'est-ce que les protagonistes disent. Et en fait, on en trouve tout le temps.
ces conflits, voilà, je vais bientôt conclure. Ces conflits, voilà, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais juste terminer par l'exemple de Rapa Nui, parce que ça, c'est un exemple quand même très positif qui illustre le fait que quand on gère un conflit, quand on le traite de façon adéquate, bah, on arrive à créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une chance pour innover. Donc, Rapa Nui, l'île de Pâques, bon, je pense que vous voyez les Moai, une île perdue au milieu du Pacifique. Cette île, c'est aussi le territoire d'une communauté autochtone. Et cette communauté autochtone, en fait, il y a eu un projet de parc marin qui a voulu être, voilà, que l'État chilien a voulu imposer un peu tel quel, et ça a totalement échoué. C'est-à-dire qu'il y a eu une résistance énorme de cette communauté qui a dit non au parc marin. Ce parc marin, il portait sur des îles qui semblaient isolées, les îles de Sala y Gomez, où il n'y a personne. Et en fait, la communauté considère que c'est son territoire et a considéré ça comme, voilà, on va m'imposer quelque chose que je n'ai pas souhaité, j'ai pas participé à la construction de ce parc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les leaders Rapa Nui nous disent, mais ça a signifié le boom de la conservation à Rapa Nui, c'est-à-dire qu'à partir de là, on s'est saisi de ça pour imaginer quelle pourrait être notre aire marine protégée. Donc, ils ont créé notamment la Mesa del Mar, là, donc la table ronde de la mer, et après, en fait, ils ont discuté dans cette table ronde. Après, ils ne se sont pas entendus parce qu'il y a toujours des conflits. Donc, il y a un projet concurrent qui est apparu. Finalement, il y a 4 projets qui ont été mis en discussion et ils ont réussi à faire aboutir un projet qui aujourd'hui est le leur. Et ce projet, en fait, en quoi c'est une innovation ? Aujourd'hui, il y a un comité de gestion dans lequel la communauté Rapa Nui est majoritaire. Et puis surtout, ils ont réussi à imaginer un concept de pêche réservé sur tout le pourtour de l'île à une pêche Rapa Nui. La pêche Rapa Nui, ce n'est pas les Rapa Nui eux-mêmes seulement, mais c'est une pêche qui est pratiquée avec des engins maîtrisés par la communauté Rapa Nui, donc sans engins extérieurs. Donc c'est inventer une forme de conservation qui nous soit propre. Alors, c'est l'exemple, voilà, d'un conflit qui a été traité de façon constructive. On arrive non seulement à résoudre le conflit, mais surtout à créer quelque chose de nouveau à partir de ce conflit qui est approprié et donc qui a une chance de fonctionner. Voilà. Alors la dernière proposition que je ne détaillerai pas, c'est que si les peuples autochtones et les communautés locales sont les gardiens de la biodiversité, ce qui est dit dans tous les accords internationaux, eh bien, il faut leur donner la parole, ce qu'on fait souvent, mais leur donner du pouvoir, ce qu'on fait beaucoup moins, et puis surtout flexibiliser le modèle qu'on propose, qui est finalement le même modèle. Alors il y a une très grande diversité d'aires marines protégées dans le monde, mais le modèle lui-même, les bases du modèle sont les mêmes, que vous soyez à Rapa Nui, que vous soyez à Port-Cros, que vous soyez dans le golfe du Morbihan. Donc on a toute la dernière partie du livre est consacrée à ça, et nous on appelle à flexibiliser ce modèle, le rendre beaucoup plus ouvert à d'autres façons de voir le monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc on a un peu de temps pour des questions. Par rapport aux projets qui ont échoué, je me demandais, mais parce que du coup, il n'y a pas eu de personnes qui étaient un peu entremetteurs, entre les populations, et enfin, pourquoi ça a échoué, surtout qu'il y a eu une reprise d'activité, enfin, comme vous disiez qu'il y avait un financement pendant 5 ans, après ça a été arrêté, puis ça a été repris. Qu'est-ce qui a fait que finalement le coche n'est pas passé
Parce que du coup, on apprend de ses erreurs. Donc, je me dis que la première fois, ils n'ont pas réussi au bout de 5 ans. Donc, peut-être qu'après... Ouais, non, très, très. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Alors, je pense que l'un des problèmes majeurs, c'est le financement par projet. Nous, on est en France, on a encore aujourd'hui une politique publique financée, voilà, dans la durée. Parc de Porquerolles, on ne va pas lui retirer son financement du jour au lendemain, même s'il y a quelques diminutions, on va dire. Mais dans beaucoup de pays, vous avez très peu de moyens publics, donc vous êtes sur des financements par projet. Et donc on a du financement pendant un moment, et puis après, on n'a plus de financement, après on en a de nouveau. Donc on a pas mal dans les aires marines protégées qu'on a étudiées, il y en a plusieurs qui étaient des initiatives en fait de la communauté internationale, de financeurs internationaux, on va dire. Et puis, on a un financement au départ, et après, on en a moins ou plus. Alors, ça, je pense que c'est un problème. C'est un problème que tout le monde en a conscience. Pour autant, est-ce qu'on change de modalité de financement ? Non. Parce que le financement par projet, dans la façon de fonctionner, et ça fait partie du modèle que l'on dénonce, qui est beaucoup trop rigide et qui est très occidental, c'est la grammaire de l'action publique des pays du Nord. C'est le financement par projet. Et ça, c'est quand même un peu catastrophique. Donc je pense que ce financement par projet, il fait qu'on a beaucoup d'argent à un moment, puis après on n'a plus d'argent. Vous l'avez vu dans les photos que j'ai montrées en Inde, là où parfois on n'a plus d'argent, il y a des choses qui continuent. Au Sénégal, ça continue, c'est repris par des communautés locales qui font leur propre aire marine. Et puis en Inde, là, le local s'effondre et on a trop de discontinuité. Donc ça c'est vraiment une source de blocage majeur. La question du financement, il faut arriver à financer des choses sur, avoir moins de financement, mais plus sur une durée plus longue. Des projets, des projets, c'est entre 3 et 5 ans la durée des projets. 5 ans au mieux. Donc parfois vous avez 3 projets, parfois vous avez 2 projets qui succèdent, avec toujours l'idée que on arrivera à stabiliser quelque chose à la fin du projet. C'est un peu illusoire, d'autant plus que le contexte évolue. On peut arriver à stabiliser quelque chose, et puis il y a un nouvel usage, il y a de nouvelles menaces, il y a le changement climatique, et puis il faut revoir tout ça. Donc il faut vraiment avoir un financement qui soit plus installé dans la durée. Et puis après, ne pas arriver à se mettre d'accord, c'est la vie. C'est la vie. Après, par rapport à ça, moi je ne l'ai pas détaillé au début, mais je suis économiste. Vous êtes peut-être demandé ce que fait un économiste dans cette question-là. L'économie, c'est la science de la coordination entre les agents. Et cette coordination, elle peut passer par le marché, ou elle peut passer par des règles et par le dialogue, etc. Donc, vous avez une économiste connue qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie, et qui travaille uniquement là-dessus. Comment on se met d'accord ? Moi, je travaille là-dessus aussi. Et je pense que quand je dis, je suis désolé de le redire, mais l'écologie n'est pas qu'une affaire d'écologues, il faut absolument que dans les aires marines protégées, on se donne beaucoup plus de moyens sur l'accompagnement à la construction de l'accord. Les travaux d'Elinor Ostrom, c'est sur la gestion de biens communs, qu'est-ce qui fait qu'on a des accords durables, une gestion durable qui tienne le coup. Je pense que il faut investir beaucoup plus là-dessus. Bonsoir, Jacques Delomo, étudiant en Master Y. J'avais une question concernant les zones Natura 2000. J'ai vu un reportage sur la pêche industrielle, notamment en fait, les chalutiers qui draguent les fonds marins là, avec leurs filets.
Et j'avais vu comme quoi au large, je crois, du Havre, enfin dans la Manche, il y avait une zone Natura 2000. Et du coup, ces chalutiers avaient le droit de pêcher dans ces zones-là. Et donc au début de votre présentation, vous avez expliqué que je crois que c'était des zones protégées soumises à des mesures contractuelles, quelque chose comme ça. Ouais. Donc je voulais demander un peu en quoi consistaient ces mesures et leur pouvoir en fait d'agir sur ces zones-là. Et après une deuxième question, mais je ne sais pas si vous savez, mais où ça en est sur l'interdiction peut-être de ces types de pêche où on racle les fonds marins. Merci. Bah là aussi, c'est une bonne question, puis c'est vraiment dans l'actualité. Je crois je comprends que vous posiez la question. Alors, il faut savoir que Natura 2000, c'est une mesure contractuelle. Une mesure contractuelle, c'est pas du réglementaire, c'est-à-dire, Natura 2000, vous n'avez pas de moyen de réglementer directement. Donc, par rapport à un opérateur Natura 2000, un animateur Natura 2000 n'a aucun moyen d'agir sur la pêche, d'interdire la pêche. Alors, vous pourrez dire, c'est ambigu, c'est une aire protégée, mais en même temps, on ne peut pas agir sur la pêche. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que Natura 2000, les opérateurs demandent à l'État de réglementer. Mais là, il faut une cohérence entre les politiques publiques, et c'est vrai que la cohérence entre les politiques environnementales et la politique des pêches, elle est encore un peu complexe. Alors, sur les reportages que vous avez vus, je pense que c'est des cas qui ont été mis en exergue avec des énormes chalutiers. Et ça interroge vraiment. Après, ce qui, moi, me pose moins de questions, enfin, plus de questions, justement, c'est sur le leitmotiv, il faut interdire le chalut dans les aires marines protégées. Chose que vous entendez beaucoup, je pense, qui est défendue par Bloom notamment. Si on interdit le chalut dans les aires marines protégées, d'abord, le chalut, il va se reporter ailleurs. C'est évident. On va avoir un effet report. Et vous prenez une réserve africaine, un parc africain, où on a expulsé les gens. Les gens, ils se sont reportés à la frontière des parcs. Qu'est-ce que vous observez ? Moi, j'ai vu des parcs comme ça. Vous pouvez vous dire, vous dites, mais il est où le parc là ? Est-ce que c'est l'intérieur qui est un parc ou c'est l'extérieur où les gens sont parqués ? Et en fait, vous avez de fait une zone vierge et puis de l'autre côté, une zone qui est hyper dégradée. Or, tout ça communique qu'il y a des solidarités écologiques, etc. Donc, dire on va interdire, c'est de toute façon... Il faut considérer que vous aurez un effet report pas loin. Et il faut considérer qu'on est dans un milieu fluide avec des échanges. Donc la question de l'interdiction du chalut, elle est... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai montré l'article de Brice Trouillet, un peu de nuance, et notre tribune sur attention à avoir une vision trop simpliste, c'est que ça paraît très simple comme ça, il suffirait d'interdire, mais non, c'est beaucoup plus complexe. Et puis l'autre question de l'interdiction du chalut dans les aires marines protégées, c'est d'un côté on peut interdire, d'un côté on peut améliorer le chalut. Et aujourd'hui, avec cette espèce de pression pour interdire, moi j'ai rencontré des pêcheurs qui disent j'étais dans une optique d'amélioration, je travaillais avec l'Ifremer là-dessus, maintenant c'est terminé, je ne fais plus rien. Donc c'est un peu le propos, confrontation ou confiance. Je ne suis pas complètement contre des ONG qui ont un discours très virulent parce qu'elles permettent de mettre sur la table certains problèmes. Mais attention, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux en permanence. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une zone dans le monde où c'est très compliqué de mettre en place justement des actions qui est vraiment réticente Des aires marines protégées ? Oui, ou tout du moins d'appliquer quelque chose qui a des aires mais qui ne sont pas du tout respectées, où il n'y a rien qui est fait. Ouais. Merci.
Alors, nous, le cas, d'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais le cas qui nous a le plus interrogé, c'est le Cambodge. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'on a étudié au Cambodge, c'est une aire marine protégée qui fonctionnait bien, une aire marine qui s'appelait une aire marine de gestion des pêches, qui avait été mise en place avec les pêcheurs. Et puis, bon, j'essaierai d'étendre après ma réponse, hein, mais je vous donne déjà celle-là parce que je la trouve quand même assez saisissante. L'État cambodgien, qui n'est pas un État extrêmement, c'est pas une démocratie, très établie, on va dire, a créé. Donc vous avez cette aire marine de gestion des pêches qui était gérée par le ministère de la Pêche, qui a été mise en place par le ministère des Pêches avec une ONG internationale. Et puis là-dessus, le ministère de l'Environnement a créé un parc marin. Et en fait, pourquoi il a créé un parc marin ? Parce que cette aire marine de gestion des pêches, elle était dans une zone où il y a des petites îles fort sympathiques. Et ces petites îles fort sympathiques, elles ont été vendues en concession à une compagnie étrangère pour y faire un complexe balnéaire. Et là-dessus, on fait un parc marin en se disant ça va attirer plus de touristes parce qu'il y a un parc marin. Ça, voilà. Là, on est dans une logique d'abord ce qu'on appelle l'environnementalisme libéral, c'est-à-dire on essaie de dire on va être dans une logique gagnant-gagnant-gagnant, ça va être gagnant pour l'économie, gagnant pour l'environnement, gagnant pour la population qui va aller travailler dans cette économie touristique. Bon, c'est un accord perdant-perdant. Il y a peut-être un gagnant, mais en tout cas, il y a deux perdants, l'environnement et la population. Donc, je trouve que dans des contextes comme ça, on en a des contextes comme ça, hein, où c'est le tout marché qui domine. C'est quand même très, très compliqué. Et on a facilement des dérives de politique contre nature. C'est-à-dire qu'on va transformer complètement la finalité. Ça, je trouve ça quand même très, très problématique. Pour généraliser un peu par rapport à ça, donc première chose, on a quand même besoin d'avoir une certaine confiance dans les institutions publiques, entre la population et ces institutions publiques. Dans le cas cambodgien qu'on a vu, ils ont déplacé un village de pêcheurs qui devient sans accès à la mer. Il n'y a aucun dialogue, aucune discussion. Donc je pense que la qualité de la relation entre les institutions et les acteurs locaux est essentielle. Elle est essentielle aussi parce que dans le cas colombien, par exemple, on a rencontré un pêcheur qui nous disait moi, on m'a interdit de pêcher là, donc je pêche où je veux. Voilà, donc si on n'arrive pas à jouer sur la création de cette relation, de cette confiance, c'est très compliqué, et ça, c'est quand même plus difficile dans certains pays où la relation est très très compliquée entre l'État et on a des populations locales qui sont ultra dominées et qui vont pas avoir le moyen de peser sur la décision publique. Là, je trouve ça plus compliqué. Oui, bonsoir. J'ai cru comprendre, alors vous serez peut-être jugé parti, mais pouvez-vous nous dire ce qui est bien fait sur le golfe du Morbihan et ce qu'il faudrait faire pour que ce soit mieux ? Ou peut-être ce qui est mal fait, qu'il faudrait corriger ? Oui. Merci. Non, mais c'est une question tout à fait intéressante dans laquelle je suis jugé parti, donc effectivement... sur le golfe du Morbihan, c'est un parc naturel régional. Voilà, là aussi, la réponse risque d'être longue, en fait. C'est ça le problème. Non, je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel. Mais un parc naturel régional, n'a pas normalement de pouvoir en mer. Déjà, ça, c'est compliqué, parce que quand le parc a été créé, l'État a dit, il commençait à avoir une action un peu en mer, et puis l'État a dit, non, mais attendez, la mer, c'est moi. Et donc, se sont créés deux outils qui étaient le schéma de mise en valeur de la mer et le parc naturel régional.
Donc déjà, avoir 2 outils, c'est un peu problématique. Bon. Après, ça a plutôt bien fonctionné entre ces 2 outils. Aujourd'hui, le parc naturel régional devrait avoir un périmètre en mer, parce que l'outil SMVM est en train de... Voilà, n'est plus animé. Donc, ce qui est un premier problème, c'est d'avoir une cohérence dans la gestion terre-mer. Ça, c'est bon, c'est quelque chose qui est très important. Et avec un PNR, on ne l'a pas forcément. D'ailleurs, l'un des membres du conseil scientifique nous disait, mais comment ça se fait qu'on ne puisse pas agir sur la question de la biodiversité marine? Bon. Bah, un PNR ne peut pas. Natura 2000 le peut, mais sans moyens réglementaires. Donc tout ça, c'est bon. Alors moi, j'aime beaucoup l'outil PNR parce que je trouve que c'est un PNR, c'est un outil de concertation par excellence. Et je pense que voilà, c'est créé au fil du temps une habitude de la concertation, du dialogue, qui permet de faire beaucoup de choses. C'est tout un tas voilà, d'actions qui sont assez discrètes dans le territoire, mais qui sont là. La difficulté, c'est un peu le fractionnement des outils. Vous avez le PNR, la communauté d'agglo, les communes. Voilà, il faut arriver à... Alors, je ne dis pas qu'il faut moins de structures, mais en tout cas, il faut arriver vraiment à de la cohérence, y compris quand on n'a pas les mêmes idées politiques, d'ailleurs, hein, mais entre toutes ces structures, quoi. Allez, les 2 dernières questions. J'avais une question qui ramène effectivement au golf comme à la Ria d'Etel. En fait, je suis ravi d'être ici ce soir et vous avoir écouté et d'y comprendre un peu plus quelque chose. Parce que je me suis intéressé à la question, je connais pas mal de gens dans le domaine maritime, et en fait, personne n'y connaît rien du tout. Il n'y a que vous qui venez de nous expliquer l'ensemble, avec toutes ces différences, toutes ces nuances, etc. Mais quand on parle d'aire marine protégée, chacun a son image dans la tête, plus ou moins radicale, plus ou moins écolo, plus ou moins pêcheur, etc., etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est parler de ça au bord de la mer, et je parle autour de la rivière d'Etel, c'est conflictuel. Donc, ma question, elle est plus à l'avenir. Est-ce qu'on peut envisager des groupes, je dirais, collectifs, une gouvernance collective, une gouvernance à plusieurs, comme vous l'avez fait, il y avait eu un exemple où ça s'est passé volontairement, ça se passe à Port-Cros, entre autres, j'ai vu, et pour moi c'est ça l'avenir. Il a été sur la rivière d'Etel, ils ont essayé de faire une espèce de groupe, effectivement, mais en fait ça ne discute pas. Il n'y a pas une volonté politique au-dessus pour dire mettez-vous ensemble. Il faut que ça vienne de la population. Et là, aujourd'hui, on sait bien que dès qu'on parle de quelque chose, c'est polarisé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quel peut être l'avenir en France avec des Français? Oui. Alors déjà, je voulais juste te dire, moi ce que j'aime en travaillant avec le parc naturel régional, je rebondis sur le fait que vous disiez les gens n'y connaissent rien, c'est qu'on a affaire à... Moi, je trouve qu'on a un pool de compétences là, avec des gens qui ont une connaissance de leur territoire incroyable. Après, c'est pas tout à fait le sens de la question, mais je voulais juste préciser ça. La gouvernance globale d'un espace maritime, c'est effectivement l'enjeu. L'enjeu, c'est ça, hein. Ce qu'on appelait avant comment ? Et terrestre, voilà. C'est assez intéressant parce que je fais juste une parenthèse à Rapa Nui. La communauté Rapa Nui, qui est une communauté autochtone, ilienne, qui a une entité de gestion, qui a le Haut-Nui, pour la gestion de la terre et de la mer. Un leader nous disait, mais c'est absurde de diviser la terre et la mer, c'est une île, c'est ridicule. Donc voilà, avoir une entité de gestion pour la terre, une entité de gestion pour la mer, ça leur semble complètement surréaliste. Donc après, bon, nous on a un historique institutionnel qui fait qu'effectivement la mer c'est l'État, la terre c'est les communes, etc. Il faut arriver à réconcilier tout ça. Bon, le cas que j'ai présenté en Nouvelle-Zélande, c'est une bonne idée.
mais la mise en œuvre est extrêmement difficile parce que le ministère des Pêches va vous dire « Ah mais non, mais la pêche, c'est moi ». Voilà. Et effectivement, ça crée des conflits très importants entre ce forum et notamment le ministère des Pêches, qui a vendu des droits de pêche et qui dit bah, maintenant j'ai vendu des droits de pêche, je ne peux plus revenir sur les droits de pêche. Ces droits de pêche, ils appartiennent à ceux qui les ont achetés. Donc, bon, on a une fragmentation institutionnelle qui est énorme. Alors, pour revenir en France, hein, oui, vous m'aviez posé la question en France. J'ai tendance à dériver assez facilement, mais en France, je pense que c'est ce qu'on cherche. À un moment a été constitué un comité de gestion du golfe du Morbihan, où il y avait Natura 2000, où il y avait... Puis vous apercevez que c'est compliqué aussi, parce qu'ils se réunissaient une fois par an, il y avait beaucoup trop d'acteurs, donc on n'arrivait pas à dialoguer, etc. C'était beaucoup trop formel, c'était présidé par le préfet. Bon. Donc je pense que quelque part, ce qui émerge aujourd'hui, à partir du parc naturel régional, plus le schéma de mise en valeur de la mer, aujourd'hui le parc va avoir un périmètre en mer, ça va faciliter une action cohérente entre la terre et la mer, hein, et l'État, a priori, a accepté ça. Je pense que ça devrait faciliter les choses, mais voilà, moi je dis souvent à mes étudiants, parce qu'ils me disent mais l'État c'est l'État défend un intérêt général. Non, l'État c'est une série d'entités qui défendent chacune un regard sur l'intérêt général. Donc voilà, moi j'ai pas de réponse à votre question, mais je pense que l'enjeu il est vraiment là. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi j'avais juste une question plus méthodologie. Vous avez dit que vous avez questionné plus de 200 acteurs avec des entretiens. Est-ce que les entretiens, c'était vraiment au cas par cas par rapport à chaque aire marine protégée, ou c'était par exemple des entretiens, je sais pas, semi-directifs ou avec les mêmes questions pour trouver des constantes? Ouais. Alors, sur la question méthodologique, je suis content que vous posiez la question parce que c'est vrai qu'on a parfois du mal surtout actuellement, où la parole du scientifique est quand même... a du mal à peser, on a du mal à dire la méthode qu'il y a derrière, mais il y a une méthode. Et donc les entretiens, déjà, c'est ce qui fait la cohérence de l'ensemble, c'est plus la grille de questionnement. Donc on a une grille que j'aurais pu présenter en 8 thématiques étudiées dans chaque aire marine protégée, que la grille d'entretien. Donc pour les entretiens, il y avait un guide d'entretien, mais en fait ce qui est essentiel, c'est quelle thématique on veut aborder. Donc on a ces 8 thématiques là, et puis on n'avait pas du tout le même cheminement d'un entretien à l'autre, entre un pêcheur au bord de l'eau, un élu, voilà, un député d'Auckland dans son bureau, voilà, on arrive aux mêmes questions, hein, au final. C'est quand même les mêmes. Voilà, on essaie d'inventorier des conflits, d'inventorier des espaces où se situe le dialogue, qui participe, c'est quoi les arguments, etc. C'est quoi voilà, comment ça fonctionne l'aire marine protégée, comment vous y participez, par exemple. On aborde toutes ces questions-là, mais dans un ordre complètement différent au fil de la discussion. Nous, ce qu'on a souvent fait, c'est construire un guide d'entretien. C'est certainement ce que vos enseignants vous demandent. C'est aussi ce que je demande à mes étudiants mais on le suit les premiers entretiens, et puis après, voilà, il faut le construire et savoir l'oublier. Donc ne pas oublier ce qu'on cherche, par contre. Merci Jean-Eudes d'être venu ce soir, et bonne soirée à tous, et au mois prochain pour ceux qui seront là. Merci. Merci.